Bonjour, merci d'être venu ici aujourd'hui et merci avant tout à les organisateurs de cette rencontre. Je vais chercher de parler un peu en français. Je ne peux parler français depuis beaucoup de temps. Et alors, vous devez m'excuser. Et je voudrais appeler à mon aide ici pour me corriger. Mais je crois que c'est meilleur pour moi tenter d'établir un rapport plus direct que est possible lorsqu'on parle avec une traduction. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de parler de le travail que je fais, et surtout de la perspective que j'ai élaborée avec d'autres femmes, naturellement, sur la question de la reproduction, sur le thème de la reproduction, du travail de reproduction, et surtout sur la question de la reproduction aujourd'hui, dans l'espace de la crise et dans les luttes qui se passent au niveau international. Bon, pour moi, la question de la reproduction a été une question qui a accompagné toute ma vie politique, jusqu'à partir de les premières années 70, lorsque j'ai milité dans le mouvement féministe de ce temps-là. Et je militais particulièrement dans une organisation qui s'appelait la Campagne internationale pour le salaire au travail ménager, qui était c'était une partie radicale, un peu marxiste, du mouvement féministe, qui n'était pas très populaire. Certainement non avec les féministes et aussi avec la gauche. En effet, tout le monde nous attaquait à ce moment-là. Et je crois qu'il était parce qu'il ne comprenait pas la dimension, les implications de notre théorie, de notre analyse de la reproduction et surtout de la question de la position de la femme dans la société capitaliste. La question de la reproduction était très centrale dans le mouvement féministe, comme vous savez, pour la question de l'avortement, la procréation, le travail ménager. Et toutes les femmes, tous les féministes étaient d'accord que le travail reproductif et la question de la reproduction était directement connectée à la situation des femmes dans notre société, dans la société capitaliste, et qui était directement connectée à la manquance de pouvoir social par les femmes en compare with men. Par rapport à les hommes. Non? Mais il n'y avait pas d'accord sur les raisons de cette situation. Non? Parce que, pensez-vous, non? Le rapport de production, c'est le travail de reproduction, c'est le travail plus important, non? Qu'il y a dans le monde. C'est le travail qui nous permet de vivre. Non? C'est le travail qui nous permet... alors, pourquoi le fait que les femmes ont été, dans la société capitaliste, destinées à ce travail, confinées à ce travail? Pourquoi les devaient condamner à une situation de citoyenne de deuxième classe? Non? Ça, c'était une demande, une question qui s'est posée tout le temps. Il n'y avait pas d'accord sur la réponse. Et en général, surtout sous l'influence des théories libérales bourgeois et aussi des théories du socialisme et d'un certain type de matérialisme historique,
Une réponse qui était très commune était de dire que cette manquance de pouvoir, non, associée au travail reproductif s'expliquait par le fait que le travail reproductif est vraiment un travail qui ne produit pas richesse sociale, qui est un travail qui, au contraire du travail industriel, au contraire du travail salarié, est un travail qui est vraiment pré-capitaliste. Non? Alors, beaucoup de féministes disaient que la libération, l'émancipation des femmes devait passer pour le travail salarié. Que ça était la vie, la grande rue à notre libération. Que pour nous libérer, se libérer, il faudrait prendre un travail salarié. Et c'est pour les copains socialistes, elle disait, il faut se rejoindre à la classe ouvrière. Il faut se rejoindre à la fabrique, à l'usine, et entrer dans la lutte des classes. Et de cette façon, nous pouvons commencer à avoir un pouvoir social. Alors, how do you say premise? La prémisse était que si tu étais engagé, surtout dans le travail reproductif, qui était la situation de la plupart des femmes. La plupart des femmes, jusqu'à les années, femmes ouvrières aussi, même s'il avait un travail salarié, la plupart des femmes ouvrières étaient aussi surtout ménagères. Alors, elle disait qu'il était nécessaire de vraiment concentrer notre effort sur la quête, la recherche de travail. Pourquoi? Pourquoi, si tu ne produis pas richesse pour le capital, tu n'as pas de pouvoir de négociation. Alors, la prémisse était que le travail de reproduction à lequel la plupart des femmes ont été destinées, des femmes prolétaires ont été destinées dans le capitalisme, que ce travail était un travail qui ne te donnait pas le pouvoir de lutter, le pouvoir de négocier, de te confronter avec l'État, de te confronter avec le capitalisme, parce que ce travail se place au dehors du capitalisme. Ce travail se caractérise comme une leftover remain, comme un reste de la société précapitaliste. Non? Bon. L'organisation dans laquelle je militais prenait une position très différente. Et c'était une organisation particulière, je crois, parce qu'elle brought together, combinait des femmes qui venaient de différentes expériences politiques, des femmes qui avaient un peu d'expérience de la lutte anticoloniale, des femmes qui avaient expérience de la lutte ouvrière, et femmes qui avaient expérience aussi de la lutte pour les droits civils dans les États-Unis. Et alors était, je crois, un mouvement très riche culturellement, politiquement. Et comme nous avions, beaucoup de nous avaient une culture marxiste aussi, nous faisons une interprétation très différente de la position des femmes et de la nature et colocation dans le capitalisme du travail de reproduction. Nous ont dit, et je crois que ça c'était une chose révolutionnaire, nous avons dit que ce travail n'est pas un reste d'une société très capitaliste, mais est en fait, et n'est pas un travail qui est marginal à l'accumulation capitaliste, mais qui est un travail qui est central au processus de l'organisation de production du capital. Parce que ce travail
lorsque nous le voyons dans sa totalité, non, est le travail qui produit, jour par jour, produit notre capacité de travailler, produit la classe ouvrière. Alors, il n'y a pas question de se demander comment conjuguer le féminisme à la question de la classe, à la lutte des classes. Il n'y a pas question de penser de comme les femmes vont s'unir à la classe ouvrière, parce que nous disions, les femmes en camp ménagère ont été centrales à la production du capitalisme, parce qu'elles ont produit l'ouvrière, elles ont produit le travailleur et la travailleuse. Bon, je crois que cette change de perspective a été extrêmement importante parce qu'elle nous a donné une vision très différente des raisons pour la manquance de pouvoir des femmes dans le capitalisme. Il nous a donné aussi une autre vision du capitalisme même. C'est-à-dire qu'en partant d'une analyse de la position des femmes dans le capitalisme, nous sommes sortis à une différente vision, une différente compréhension du mécanisme que le capitalisme a mis en place pour se expander et pour se reproduire, et maintenir son hégémonie. Nous avons compris avant tout que la raison fondamentale par laquelle le travail de reproduction n'est pas valorisé. La raison pour laquelle n'est pas valorisé est parce que ce travail n'est pas salarié. Et nous avons dit la raison de la faiblesse des femmes, de la faiblesse sociale des femmes, c'est son situation des travailleurs non salariés qui les pose une situation pareille, un peu pareille à la situation des esclaves. C'est-à-dire, ce sont des travailleuses qui n'ont pas de contrat, n'ont pas de bénéfices et ne sont pas reconnus comme travailleurs. Et un autre mot, ça fait la faiblesse des femmes en camp ménagère est racinée, non, et la manquance dans le fait que son travail n'a pas été salarié. Alors, on a commencé à investiguer et à discuter et analyser qu'est-ce que c'est le salaire. Qu'est-ce que c'est le salaire? Et nous avons vu que le salaire est quelque chose de plus complexe que Marx a dit. Non, Marx a vu beaucoup. Marx, pour nous, nous avons appris beaucoup de Marx. Marx nous a enseigné beaucoup de choses, mais il est devenu très clair qu'il faudrait aller au-delà de Marx aussi. Marx dit très bien que le salaire, non, a un pouvoir mystifiant, parce que le salaire, lorsqu'un travailleur salarié, non, on ne peut pas distinguer entre le travail qu'on fait pour sa reproduction et le travail qu'on fait pour ceux que l'on emploie. Mais ça n'est pas seulement le commence. Nous avons vu qu'en effet, le salaire a beaucoup de fonctions qui sont vraiment très fondamentales pour comprendre comment la société capitaliste se reproduit. Et avant tout, nous avons vu que le salaire a un grand pouvoir naturalisant, non? Que la manquance de salaire pour le travail que les femmes font à la maison
a signifié une invisibilisation et naturalisation de ce travail même. Non? Naturalisation signifie que ne se peut voir comme un travail, qu'il devienne comme une chose naturelle, qu'il est présenté, qu'il est vécu, il est expérimenté, il est vécu comme une chose naturelle qui est propre de les femmes, qui qui dérive de sa nature, non? Et ça a été terrible pour les femmes parce qu'il a été très difficile pour les femmes de lutter contre ce travail, lutter contre les conditions de ce travail, non? Parce que toutes les fois que les femmes ont voulu, dans la famille, au dehors de la famille, ont voulu s'opposer à ce travail, toutes les fois, elles ont été traitées non pas comme des travailleurs en lutte, mais elles ont été traitées comme des femmes mâles, non? Comme des femmes égoïstes, comme des femmes qui ne pensent pas à sa famille, comme des femmes. Et alors, pouvoir comprendre que le travail de reproduction, le travail qui est le plus naturalisé, le travail qui est sous nos yeux tous les jours, le travail qui se fait de beaucoup de dimensions affectives, dimensions physiques, matérielles, immatérielles, la procréation, l'élèvement de fils, la préparation quotidienne de beaucoup de choses fondamentales pour notre vie, non? Est très, très naturalisé. Et comprendre que cette activité, que ce travail a été englobé, subordonné à la logique de l'accumulation capitaliste, qu'il a été construit d'une façon particulière, qu'il n'y a rien de naturel dans ce travail, et dans les relations qui ont soutenu ce travail, et dans les conditions de vie qui soutiennent ce travail, et comprendre que nous devons le réexaminer et comprendre comme le capitalisme s'est approprié de ce travail, comme s'est approprié non seulement de la vie des femmes, s'est approprié de ce travail et l'a transformé dans une façon qui est utile, pas pour notre vie, mais qui est utile pour l'accumulation capitaliste, pour la production de la nouvelle génération de travailleurs. Non? Comprendre ça et dénaturaliser, non, toutes ces activités qui sont part fondamentale de notre vie et les relations qui sont construites sur ce travail a été un moment d'éclaircissement, d'illumination très grande, et surtout a été un moment stratégiquement important pour pouvoir penser une forme nouvelle de lutte. Avant tout, parce que si ce travail est un travail qui a été construit par le capital, pour le capital, par le capital, pour le capital, alors il est possible de le refuser. Il est possible de le refuser sans penser, sans conclure que nous allons attaquer la vie des personnes que nous aimons de notre communauté. Et nous avons, à partir de là, commencé à faire un travail de déségrégation, chercher de comprendre dans ce travail reproductif que belongs to, qui appartient. Oh, quoi appartient au capital et quoi appartient à nous. Quelles sont les activités, quelles sont les modalités, quels sont les sentiments que nous voulons, non, dans le processus de la reproduction, et quelles sont les activités, les modalités, les sentiments, les relations, non,
qui sont là seulement parce qu'ils ont une utilité capitaliste, non? Et chercher de faire qui n'est pas facile, hein? Qui n'est pas facile parce que dans notre vie, les choses ne sont pas si facilement, n'est pas facile de faire une map. Mais il a été une approche qui nous a permis de comprendre qu'en libérant nous-mêmes, qu'en refusant part importante de ce travail, on pouvait commencer un processus de libérer aussi notre fils, notre fille, nos amis et notre famille. Parce que une part importante de ce travail, c'est surtout de discipliner. Ce n'est pas seulement de reproduire, mais de discipliner aussi, non? De préparer les nouvelles générations à le travail qu'ils vont faire, non? Et bon, ça c'est seulement le principe. Nous avons médité aussi sur autre dimension du salaire, non? Le pouvoir du salaire, le salaire comme moyen d'organiser la société, comme moyen d'organiser la lutte des classes, ou par exemple, nous avons vu que la différence de salaire et non-salaire, la différence dans la société capitaliste a vu un grand pouvoir pour diviser la classe, pour créer des hiérarchies, pour déléguer aux ombres et déléguer aux travailleurs salariés, généralement masculins, mais pas seulement, déléguer le pouvoir sur les travailleurs et travailleuses non salariés. Non? Ça est très important parce que lorsque un système de domination peut exercer son exploitation et domination à travers de les personnes même qui exploitent, non? Avec une forme de domination indirecte, non? C'est clair ce que je dis? C'est clair? Lorsque tu peux, si tu peux dominer avec la collaboration, non, de les personnes que tu vas opprimer, c'est très plus fort. Et alors, la possibilité, à travers du salaire, de déléguer aux travailleurs salariés le pouvoir de commander le travail des non-salariés a été un grand mécanisme. Je veux le dire maintenant dans une façon abstraite, parce que si vous pensez à ce que signifiait, surtout dans les relations entre les hommes et la femme, non? Cette délégation du pouvoir aux hommes, de pouvoir, par exemple, pouvoir discipliner les femmes. Ce n'est pas accidental. Nous avons compris qu'il n'est pas accidental, par exemple, que toujours c'est considéré normal pour un homme, pour un mari, de battre sa femme. Que ça, c'était en effet une condition de travail ménager, non? Et la même chose avec la violence qui s'exerce dans la famille envers les enfants, qui est acceptée entre certaines limites, naturellement, mais est acceptée par l'État, par la police, parce qu'elle part d'une délégation de pouvoir, elle part du mécanisme qui donne à le salarié, qui donne à ceux qui ont ce pouvoir social la possibilité de contrôler et dominer les autres. OK. Je vais conclure maintenant parce que je veux avoir une conversation et je vais dire que
cette théorie qui a été aussi très importante pour ses conclusions stratégiques, non? Il y avait vraiment le débat théorique qui s'est développé dans le mouvement féministe, ce débat théorique sur qu'est-ce que c'est le travail ménager était tant forte et beaucoup de fois tant antagoniste parce qu'il y avait des questions stratégiques, des pratiques, non? Des stratégies politiques qui étaient en jeu. Et la question, par exemple, c'était que faire? Que vont faire pour éliminer cette situation des femmes? Hein, et alors, pour nous, c'était fort de dire que la lutte pour le salaire pour le travail salarié était une lutte pour la libération. Non? À nous semble naturellement dans les années 70 et après, beaucoup de femmes ont pris des travail salariés. Et ça c'était une nécessité. Mais la question, c'était de le faire une stratégie, qui je crois a été un grand problème pour le féminisme. Parce que ça a signifié, et je parle surtout des États-Unis, mais certainement dans les États-Unis, privilégier la lutte sur le travail salarié, non? Qu'on dit, la femme sort de la maison, la femme n'est jamais sortie de la maison, en réalité. Et c'est beaucoup de fois, lorsqu'une femme est sortie de la maison, une autre femme est entrée à prendre beaucoup de le travail qu'elle ne faisait plus. Mais pour nous, dire que prendre un travail salarié était un moment de libération, c'était vraiment une politique suicide. Hein? Et je crois que le mouvement féministe, nous avons payé un grand coût pour cette erreur. En effet, le terrain de la reproduction a été abandonné. Dans les États-Unis, pratiquement depuis les années 70 jusqu'à maintenant, la lutte sur le terrain de la reproduction a été très, très, très pauvre. Et dans les années 80, 90, ça signifiait que le mouvement féministe n'a pas été capable de résister à sa cooptation par les institutions, à commencer dans les Nations Unies, etc. Elle n'était pas capable de s'opposer à tous les processus qui venaient de la globalisation, et surtout la coupe des services sociaux, etc. La coupe des salaires, la coupe des bénéfices, la coupe des services. Non? Et alors, je crois que, et je veux dire que le mouvement féministe a eu une responsabilité, je ne dis pas qu'il a été seul, je ne veux pas dire que la raison, nous ne sommes pas été capables de résister l'attaque qui est venue avec la globalisation, c'est la faute de la féministe. Je ne veux pas dire ça, mais je veux dire que si nous ne sommes pas été capables de construire une résistance plus forte, plus efficace à le type d'attaque à la reproduction à partir de l'emploi, à partir de bénéfice social, à partir du service social, ça a été aussi parce que les féministes ne se sont pas mobilisés et ont adopté une stratégie qui
à ce moment-là, historiquement, était une stratégie qui avait très grands problèmes de politique. Bon, je voudrais expliquer plus ce que je veux dire maintenant, mais je m'arrête ici. La seule chose que je vais ajouter est que la question de la reproduction aujourd'hui est très, très importante parce que, comme conséquence des transformations sociales, économiques et politiques qui se sont déroulées de la globalisation, aujourd'hui, nous sommes dans une crise de la reproduction historique. En effet, à niveau mondial, nous sommes dans une situation que beaucoup de gens, moi aussi, ont défini une situation pareille à celle de l'accumulation originaire, non? La fameuse accumulation originaire de laquelle Marx parlait dans le premier livre du Capital, que c'était l'attaque que les capitalistes ont fait, non? Contre les moyens de subsistance, non? Des paysans, des artisans en Europe et en tout le monde pour développer le capitalisme. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un processus pareil. L'attaque contre les moyens de notre subsistance est tant grande qu'il va nécessiter une mobilisation très forte si nous ne voulons pas retourner à l'esclavage. Et je dis ça pensant non seulement à ce qui s'est passé dans les dernières 20, 30 années, ou ce qui s'est passé dans cette ultime année. Mais je le dis pensant aussi à le grand traité de libre-commerce qu'ils vont préparer, que les États-Unis et la communauté européenne sont en train de préparer dans un grand secret. Si vous voulez lire un peu sur ça, vous pouvez acheter le Monde diplomatique, la dernière issue du Monde diplomatique, non? Qui a 4 5. Et si ce traité va se passer, non, l'attaque à la reproduction que nous avons vue va escalader, va intensifier, dans tous les environs de notre vie. Et alors, je crois que c'est très important aujourd'hui réfléchir sur quelles sont les formes de reproduction de notre vie qui sont sous attaque, et aussi empêcher à construire des luttes qui are already, in many cases, already underway. Luttes qui sont déjà en cours, mais penser comme le pouvoir lui donner plus de potence, de pouvoir, et parce qu'autrement, nous serons condamnés à une misère plus grande de laquelle nous vivons aujourd'hui, et à un embarbarement, comment c'est dit, qui vraiment est très important de fermer. Merci beaucoup. Et donc, je vais pouvoir laisser la parole à la discutante d'aujourd'hui, donc Morgane Merteuil, comme je le disais tout à l'heure, porte-parole du STRAS et travailleuse du secteur.
déjà, un grand merci à Sylvia pour cette présentation qui est nécessaire parce que c'est vrai qu'en France, la question du travail reproductif n'est à peu près pas abordée, que ce soit à gauche ou dans les sphères féministes. Et comme tu le soulignais, à une époque de crise de la reproduction, avec les problèmes engendrés par la mondialisation, c'est une question qui devient vraiment indispensable d'investir. Du coup, je voudrais peut-être, est-ce que tu pourrais revenir sur la d'évaluation du travail domestique pour faire un lien également avec Caliban et la sorcière, vu que c'est à cette occasion que tu viens intervenir et que toutes ces réflexions vont enfin peut être connues dans le public français. Et du coup, voilà, est-ce que tu pourrais peut-être faire un lien avec la dévaluation du travail reproductif tel que tu l'expliques dans Caliban par justement comment le capital a eu besoin de créer cette figure de la ménagère et de la naturaliser par notamment la répression des sorcières et des femmes déviantes qui refusaient ce travail. Sur la dévalorisation du travail ménager et du travail reproductif, je crois que pour moi est devenue une question centrale. Et pour moi est devenue la rue qui m'a permis de passer de l'analyse de la position des femmes dans le capitalisme et de l'analyse du travail reproductif à une analyse de ce qu'est le capital même, ce qu'est la société capitaliste, et de parvenir à une analyse qui voit que le capitalisme est une société, c'est une société, c'est une forme de production, un système social qui doivent nécessairement dévaloriser la vie humaine, non? Parce que en réfléchissant, pourquoi dans la société capitaliste le travail de reproduction est dévalorisé, non? Nous avons compris qu'il est dévalorisé parce que le capitalisme doit dévaloriser la force travail pour accumuler. Que l'accumulation capitaliste n'est autre chose sinon sa capacité de dévaloriser la force travail, non? De ne pas reconnaître, non, le valeur que la force travail produit. Et alors que dévaloriser le producteur de travailleurs est nécessaire à l'accumulation capitaliste. Lorsque nous comprenons ça, avant tout, nous comprenons qu'il faut aller au-delà du capitalisme. Que le capitalisme, jamais dans toutes ses formes, pourra nous donner qu'il est nécessaire pour notre vie. Parce que cette fondamentale nécessité du capitalisme de dévaloriser. Alors, bien sûrement, il y a des moments historiques qu'après beaucoup de luttes, après beaucoup de sang, de blood, de sang versé, non? Certaines parties de la classe ouvrière, des travailleurs, ont gagné ce bénéfice, non? Mais jamais ça a été une situation générale. Il y avait toujours des populations colonisées, il y avait toujours des esclaves. À partir de l'analyse du travail ménager, nous avons compris pourquoi le capitalisme qui se présente comme un système démocratique, qui se présente comme un système basé sur l'égalité, sur le contrat social, en effet, a continuellement produit des esclaves de différentes façons, a continuellement produit des plantations, yeah? et des populations esclavisées, non? C'est comprendre parce que il est nécessaire créer
des réseaux de travail, créer des quantités de travail qui n'est pas reconnu de toute forme comme travail, qui est complètement invisibilisé et alors peut être exploité infiniment, peut être exploité avec une intensité plus grande et que ça a été central. Je crois que cette considération a été très importante pour notre analyse de la situation des femmes, parce qu'il nous a permis aussi de voir qu'il y a de penser à une politique aussi d'alliance, non? Voir qu'il y a une continuité entre le sexisme et le racisme, qu'ils ont les mêmes racines dans un système qui doivent dévaloriser, non? Qui doivent dévaloriser le grand nombre de travailleurs, parce qu'ils dépendent de cette dévalorisation. Et c'est important ici también, également, c'est important ici à reconnaître la spécificité du système capitaliste, non? Qui, à différence d'autres systèmes sociaux d'exploitation, parce que le capitalisme n'est pas le premier, naturellement, fait du travail la substance fondamentale de l'accumulation de la richesse. Pour le capitalisme, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les assets matériels qui sont que définissent la richesse, mais c'est le travail. Non? C'est un thème fondamental pour Caliban et la sorcière. C'est un thème fondamental. Non? J'ai compris en analysant les motivations de la transformation de la reproduction dans la société capitaliste qu'il y a quelque chose de particulier dans le capitalisme. Non? Qu'à différence d'autres systèmes sociaux, le capitalisme a focalisé son désir, non? Et sa appropriation sur le travail même, qui voit le travail comme une force qui peut être développée infiniment, non? Avec le propre système et la science. Le capitalisme a créé une science de l'exploitation, non? Il a créé une science du mécanisme d'exploitation, parce que il a choisi le travail même comme la force de l'accumulation. Et c'est pour ça que la subordination, l'appropriation, la reconstruction du travail reproductif a été de la première phase de la société capitaliste un projet fondamental. Comme je dis dans Caliban et la sorcière, non? Je dis que la première machine que le capitalisme a construite n'a pas été comment se dit, la machine à vapeur, oui, mais a été le corps humain, non? Que le capitalisme devait affronter toute une politique de transformation du corps, des relations sociales, pour squeeze, to take out, pour extraire, non, le plus possible. Bon. Et naturellement, si nous voyons ça, à partir de ça, on peut voir la raison pour l'attaque contre les femmes. Pourquoi? Dans la première phase du développement du capitalisme et aussi toutes les fois qu'un système, que nous voyons historiquement qu'un système passe d'un système à subsistance à un système capitaliste, toutes les fois que nous voyons aussi une expansion de relations capitalistes, nous voyons une attaque contre les femmes. Nous voyons qu'au centre de cette nouvelle politique, il y a une attaque, une guerre contre les femmes. En effet, la globalisation, je crois, qu'a été une guerre contre les femmes. Non? C'est particulier, c'est péculier qu'on dit
que beaucoup de féministes libérales gardent la globalisation comme un procès qui a émancipé les femmes, parce que beaucoup de femmes ont gagné un travail salarié. Non? Mais en réalité, si on garde la position des femmes au niveau mondial, on voit qu'il y a été vraiment une guerre. Par exemple, nous avons vu, dans les dernières années, nous avons vu un retour de la chasse aux sorcières. Non? Nous avons vu des phénomènes de violence qui ont été sans précédents dans l'histoire récente, et même le retour des chasses aux sorcières en Afrique, en Inde, Papua New Guinea, Népal, beaucoup. Je vais retourner sur ce point. La chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, à mon avis, dans les premiers siècles du développement du capitalisme, a été un des process fondamentaux par la construction de la société moderne et des rapports capitalistes d'aujourd'hui. A été très fondamental parce que la chasse à les sorcières a servi à préparer la femme à son destin domestique, a servi aussi à donner à l'État le contrôle sur le corps de la femme, non? Et à faire de le corps de la femme un instrument pour la procréation des travailleurs. La chasse aux sorcières a servi à établir, non, un contrôle très direct, par exemple avec la peine capitale. Avec la peine capitale et avec la démonisation de toute forme de contrôle des naissances. Non? C'est très intéressant. Si vous lisez Caliban et la sorcière, non? Vous verrez que j'ai cherché de faire continuellement, d'établir continuellement une relation entre les accusations que c'est mauvais contre les sorcières et la politique générale qui s'est développée sur la question des femmes. Et j'ai cherché de démontrer que si se fait une comparaison continuelle entre les dénonces fantastiques des magistrats, des inquisiteurs, qui beaucoup de fois semblent complètement nous introduire dans un monde de gens fous, non? Parce qu'on parle de copulation avec le démon, avec le diable, on parle de vol dans la nuit, on parle de choses qui nous font penser, mais nous sommes tombés dans une société, non? Mais en réalité, au-delà de cette accusation très fantastique, il y avait, on peut identifier des politiques très, très claires. L'attaque contre la contraception, non? Qui est démonisée. L'attaque contre toute forme d'autonomie sexuelle par les femmes, non? Et l'attaque à toute forme d'autonomie sociale des femmes, non? Et clairement une préparation à une position des femmes de subordination dans la société et par rapport aux hommes. Je crois qu'aujourd'hui, nous voyons une politique très pareille. Non? Et si on mire, si on regarde ce qui passe dans le monde,
on peut voir que au-delà de l'apparence de l'émancipation, par le fait que beaucoup de femmes ont gagné un travail salarié, qu'au-delà de ça, en réalité, se désarroille, se passe une politique qui, encore une fois, attaque les femmes d'une manière très grande. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir le principe du nouvel patriarcat. Non? Le patriarcat n'a pas mouru, n'a pas disparu, mais c'est simplement redéfini. C'est un nouvel patriarcat qui veut que les femmes soient travailleurs salariés et aussi travailleuses dans la maison. Ils veulent que les femmes travaillent à temps plein, non? Dans tous les endroits de la production capitaliste. Alors la femme ne doit pas être seulement la femme domestique, la femme qui est seulement dans la maison, parce que le capital a compris que les femmes sont comme les travailleuses idéales. Non? Oui. Au même temps, avec la crise, avec les coupes de services sociaux, avec le démantèlement du système du welfare, non? Avec tout ça, il y a beaucoup de travail ménager, beaucoup de travail reproductif qui retourne à la maison. Et je crois que si le traité de libre commerce de quoi je parlais auparavant, non? Le travail ménager que les femmes doivent faire va s'expander. Et alors, c'est très important de ne pas de maintenir une conception domestique de la femme aussi, non? Et c'est pourquoi je crois que la vie des femmes aujourd'hui, de la plupart des femmes, est une crise totale. Parce qu'on doit avoir pas seulement une journée de travail très longue et très, très pénible, mais aussi le type de responsabilité qu'il est demandé des femmes est vraiment tel que nous ne laissons pas de temps pour nous, ne laissons pas de temps pour la vie sociale, pour les relations avec la famille, avec les amis, avec la politique. Bon. Merci. Au début de ton intervention, tu as justement rappelé que toutes ces analyses sur le travail reproductif et notamment les revendications de collectifs comme Wages for Housework étaient à l'époque très critiquées, autant à gauche que par les féministes. Aujourd'hui, c'est également le genre d'analyse qui en France ont assez peu d'écho, même si on espère que ça va changer. Comment t'expliques qu'il y ait ce blocage tant à gauche que chez les féministes sur ce genre d'analyse, que c'est ce qu'on voit également sur l'action du travail sexuel, sur des questions qui, dès que ça concerne le rapport des femmes au travail, c'est des questions qui ne sont pas investies ou qui le sont faites de manière qui vont plutôt nuire aux personnes qu'elles prétendent protéger en les envoyant dans le travail salarié. Et comment t'expliques cette logique qu'on peut au final qualifier d'assez libérale jusqu'au sein de la gauche, et du coup comment la combattre et comment y répondre? C'est pas facile d'expliquer pourquoi les mouvements féministes. Je crois que la composition du mouvement féministe, lorsqu'il s'est développé dans
les ans, et je parle maintenant spécifiquement du mouvement féministe, je crois, européen et américain, parce que dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, en Afrique, dans l'Amérique latine, par exemple, il y a un mouvement féministe qui est très différent. Alors, lorsque je parle du mouvement féministe et je veux critiquer le mouvement féministe, je le fais surtout par regard au mouvement féministe en les États-Unis que je connais, dans lesquels j'ai milité, et aussi dans les mouvements féministes européens que je connais pas assez bien comme l'américain. Je voudrais parler aussi du mouvement féministe en Amérique latine, que je crois sont différentes dans un certain sens. Je crois que la composition sociale du mouvement féministe dans les années 70 a été très importante parce que c'était surtout un mouvement de femmes blanches, c'était aussi un mouvement de femmes, pas seulement, on dit de classe moyenne, c'était pas vrai qu'il était seulement de classe moyenne, il y avait beaucoup de femmes qui venaient de familles prolétaires, mais aussi d'un prolétariat qui avait accepté dans les États-Unis le prolétariat depuis après la Seconde Guerre mondiale, a accepté, non, le développement capitaliste comme son horizon politique. Je crois que ça, c'est la raison pour laquelle, non, le mouvement féministe a eu un grand pouvoir de rupture. Non, il a ouvert une porte, mais il n'a pas été capable, à partir de l'analyse de sa situation, de la situation des femmes, non, il n'a pas été capable de vraiment la poser dans un contexte de classe, non? Et qui a été particulièrement négatif parce que dans les années 70, particulièrement à la moitié des années 70, il y avait une grande crise dans le capitalisme, une crise qui fut causée par beaucoup de mouvements sociaux. Et entre ces mouvements sociaux, le grand mouvement ouvrier, non, en Europe, en les États-Unis, que c'était un mouvement de rechasse de la régimentation de la vie industrielle, du travail industriel, non? Et alors, dans ce moment de crise du capitalisme, une vraie crise d'accumulation, non, qui avait été causée par les mouvements anticoloniaux, par les mouvements dans les usines, non? On trouve ce mouvement féministe qui, après avoir attaqué, non, le capitalisme, la division sexuelle du capitalisme, que c'était une chose révolutionnaire, non, dirige, how do you say it, the channel. S'engage dans un... Alors ça dépend. Channels what? Yeah, brings all its energy, channels, Oui, oriente toute son énergie. oriente toute son énergie, non, sur l'entre dans le travail salarié, non? Au moment dans lequel il y a milliers, par exemple, de mouvements d'ouvriers qui disaient non à l'usine, non au travail salarié, qu'il y avait le slogan de refus de travail, non? Nous avons un mouvement féministe qui commence à voir le travail salarié comme un moment d'émancipation. Alors, il y a une grande erreur de comprendre, le mouvement féministe n'a pas été capable de mettre sa lutte, non, dans un contexte social et de penser sa lutte dans un contexte social stratégique pour comprendre quel type d'alliance, non, on pouvait faire. Et pour exemple, le mouvement féministe n'a pas été capable
d'appuyer, de soutenir les femmes dans les États-Unis qui étaient en welfare, c'est-à-dire les femmes qui prenaient de l'argent de l'État, qui avec des luttes avaient été réussi à obtenir de l'argent de l'État pour soutenir ses fils, non? Femmes seules, femmes qui... Non? Et cette lutte de mères en welfare, non? Était très forte des années 60, était part de la lutte pour les droits civils dans la population noire, mais à partir des années 70, fut attaqué et le mouvement féministe ne l'a pas soutenu. Alors, bon, excusez si j'ai un peu de difficulté à m'exprimer maintenant, mais en général, je veux faire cette première considération, que je crois que la composition sociale a été une des causes. Au même temps, important de dire que à partir de la moitié des années 70, il y a été une grande campagne de l'institution, du gouvernement, des Nations Unies, non? Les Nations Unies comme représentantes du capitalisme collectif, qui a commencé à répondre au mouvement féministe et à chercher d'user le mouvement féministe pour appuyer, pour soutenir la politique néolibérale. C'est-à-dire que le mouvement féministe est parti d'une faiblesse, une faiblesse qui était enracinée dans sa composition sociale, mais aussi cette faiblesse a été exaspérée, à mon avis, parce qu'il y a eu aussi une grande intervention institutionnelle, non institutionnelle. La partie plus illuminée, non, éclairée du capital a compris que ce mouvement se pouvait utiliser, qu'il y avait dans ce grand plantation de femmes, qu'il y avait un grand désir d'autonomie, non? Que le désir d'autonomie des femmes, de n'être plus dépendant des hommes, de n'être plus économiquement dépendant et socialement dépendant, non? Qui s'exprimait dans une comment se dit, demande, revendication, non? D'entrer dans les lieux du travail salarié, non? Que ça pouvait être utilisé, non? Pour répondre à la crise du travail, pour répondre à la crise du commun sur le travail, non? Et c'est que le capitalisme a fait. Les Nations Unies, non, au nom du capitalisme collectif, est intervenu à partir de 1975, est intervenu avec une grande bataille publicitaire et pas seulement publicitaire, parce qu'avec la décennie dédiée à la femme et 4 conférences sur les femmes globales, avec tout ça, pratiquement, ils ont recréé, redéfini l'agenda, le programme politique du féminisme. Et ils ont créé un nouveau féminisme, un cadre de féminisme d'État. Je les appelle les féministes d'État, non? Ce sont les féministes qui vont s'asseoir
avec les hommes, les politiciens, et vont discuter sur le mot qui était pour les déclarations officielles, non? Et ils ont défini un nouvel programme où toutes les revendications du mouvement féministe sont appropriées et redéfinies et déprivées de son contenu subversif. Alors, on parle de la violence contre les femmes, mais cette violence est toujours définie et approchée comme un facteur des hommes et un facteur individuel. Jamais on parle de violence institutionnelle, ce que la violence contre les femmes institutionnelle. C'est toujours la violence domestique qui a le problème, non? Et aussi, on parle de l'émancipation avec le travail, avec l'éducation, non? On parle de la nécessité des femmes d'avoir accès non seulement au travail, mais à l'instruction también, à l'école, à tout type d'école. Mais en même temps, les Nations Unies était l'organisation avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui coupait dans tout le monde, coupait tous les investissements. Le financement à l'école, non? C'est vraiment drôle. Si on voit, si on confronte, non, le type de programme féministe des Nations Unies avec la politique, non, de l'économie sociale des Nations Unies, surtout dans le travail de ces agences principales, qui sont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Trade World Commerce. L'Organisation mondiale du commerce. On peut voir qu'il y a une contradiction totale. Il y a une contradiction totale entre ceux qui l'ont dit que, non, de l'émancipation féministe et ce qu'on faisait en réalité, non, en changeant l'économie mondiale. Non? Bon, c'est pour ça que je crois que la question de la division dans le mouvement féministe sur la question du travail sexuel, je crois qu'il a été un des grands problèmes qu'il y a eu. Et un problème qui vraiment va au cœur de la politique féministe, non? Parce que on a privilégié, non? On a démonisé il y a une part du féminisme qui a démonisé le travail sexuel, non? Comme si tous les autres types de travail furent meilleurs, plus légitimes, moins exploitatifs, non? Et ça a démontré qu'il y a eu comment on dit, blindness, un aveuglement à quels sont les types de travail qu'aujourd'hui les femmes sont à disposition des femmes, les possibilités, non? Notre position, ma position a toujours a été toujours que l'important est créer des possibilités parce que les femmes peuvent choisir, mais pas d'imposer des modèles. Parce que ce n'est pas à nous de décider quel type d'exploitation on choisit, non? On préfère. Ce n'est pas à un mouvement de lutte de décider, non, quel type de travail, non, on veut faire, d'assurer qu'il y a des possibilités d'escaper l'exploitation, d'escaper des travaux qui sont fondés, non, sur
des rapports qui sont dégradants, non? Et privilégier le travail sexuel comme un travail particulièrement négatif est vraiment aveugle. Parce que si on considère, par exemple, le type de travail qui se passe dans les zones de libre commerce, non? En Bangladesh, en Amérique latine, les maquillas sont avant tout des formes de travail qui sont complètement perméées du travail sexuel, où beaucoup de temps, les femmes ne peuvent pas refuser des rapports sexuels et n'ont pas du contrôle sur leur corps. Vous savez, par exemple, que les milliers de femmes, les 1000 femmes qui sont mortes en Bangladesh et l'autre femme qui sont mortes en Chine ou en Amérique latine, dans les zones de libre commerce, beaucoup de fois elles sont mortes parce que lorsqu'il y avait une fire, un feu, un incendie ou d'autres problèmes sur le lieu de travail, non, les portes étaient fermées. Non, les portes étaient fermées. C'est la façon comme se travaille dans ces lieux, que tu travailles jusqu'à la nuit, que tu n'as pas une horaire de travail, tu travailles jusqu'à 2 heures, 3 heures. Non, il n'ouvre pas la porte. Il n'ouvre pas la porte jusqu'au moment que tu as terminé ton travail. Il décide combien de pistes de l'autre pièce de travail tu dois produire. Et si tu ne le fais pas, il ne te laisse pas sortir. Non? Alors, qu'est-ce que signifie contrôle sur notre corps dans cette situation? Et je crois que c'est très important de réfléchir sur ça. Et dire que les femmes qui font travail sexuel, non, renoncent au contrôle sur son corps, non, est aveugle, parce que même s'il serait... bon, je me ferme ici. Morgane, je sais que c'est assez frustrant, mais je te propose que ce soit ta dernière question pour qu'on puisse avoir le temps de faire des échanges avec la salle. Je voulais aborder, c'est un petit peu en lien avec ça, mais c'est une question en fait qui est un peu transversale à la fois dans le milieu féministe et dans le mouvement social de manière générale. Ce qui en fait, la question qu'on va retrouver tant sur le thème voilà, par exemple du travail sexuel, c'est aussi la question de l'utilisation de la répression par le mouvement féministe, avec en effet un féminisme qu'on peut appeler d'État institutionnel qui va vouloir faire appel aux forces de la répression pour lutter contre la domination masculine ou contre certaines femmes elles-mêmes, avec notamment, si on pense en France aux lois pour interdire l'espace public aux femmes qui portent le foulard. Et de l'autre côté, on voit que la lutte contre la répression est aussi un enjeu justement de plein d'autres femmes, que ce soit les femmes dans les quartiers populaires qui vont défendre les personnes qui sont tuées par la police, que ce soit les travailleuses du sexe, que ce soit donc par exemple les mères qui portent le foulard. Et j'ai vraiment en fait voilà l'impression que le point de vue par rapport à la répression devient un enjeu assez essentiel du féminisme, quelque chose qui crée vraiment des divisions. Donc, je voulais avoir un peu aussi ton avis, ton point de vue sur cette question de la répression et du mouvement féministe. Tu sais, je ne connais pas suffisamment la situation en France. J'ai suivi un peu de loin la question de la loi. Non? Ben, je ne sais pas quelle a été la réponse, non, des féministes, surtout sur la répression si longue. Non? Je crois que cette loi sur le foulard était une loi absurde, mais je ne peux pas dire, je ne peux pas m'exprimer sur pourquoi
il y a des mouvements de féministes ou de groupes de féministes qui se sont associés à l'été en réprimant, tu as dit qu'ils se sont associés à l'État, en opposant, non, en soutenant la loi, en opposant les femmes qui portaient. Bon, je crois que c'est vraiment triste que ça se passe. C'est vraiment très triste. Et je crois que je veux apprendre de toi, plus que commenter sur ça, plus que dire que c'est très triste que ça se passe. Non? Je voudrais apprendre, comprendre, non? Qu'est-ce que s'est passé en réalité, non? Et la même chose pour la participation de part du mouvement féministe à la répression des femmes dans les quartiers populaires. Je peux dire ça seulement. Je crois qu'il y a une bonne part du mouvement féministe aujourd'hui qui est féminisme d'État, qui est avec l'État, qui croit que l'État qui soutient le système capitaliste. Et je crois que c'est très important. Et c'est envers que beaucoup de femmes aujourd'hui ne veulent pas être appelées féministes. Que le terme féministe, elles disent que c'est un mot qui est devenu tant dégradé, que nous identifier comme féministes n'est pas bon. J'ai commencé mon activité politique. Pour moi, le féminisme a une grande valeur émotionnelle et también aussi le féminisme a une histoire longue. Ce n'est pas seulement l'histoire des dernières, et c'est pourquoi je continue à m'appeler féministe. Mais c'est très important de dire qu'il y a un monde des féministes d'État, féministes qui appuient, par exemple, sur la question des travailleurs de sexe. Il y a eu une grande division dans le mouvement féministe sur la question du trafficking, comme se dit, la traite, non? Parce que la forme dans laquelle beaucoup de féministes ont collaboré, non, avec l'État sur la question des traites, non, a été vraiment pénible parce que je ne veux pas dire absolument qu'il n'y a pas de traite dans le monde, non, mais aussi est important, très important d'être très clair que se battre pour avoir plus de contrôle policier est vraiment une stratégie suicide. Et surtout lorsqu'il y a une grande attaque contre les immigrantes. Et alors, c'est le type de féminisme que je crois est un désastre pour nous. Et je crois que yeah. Avant de passer la parole au public, donc d'abord je vous rappelle que le livre évoqué Caliban et la sorcière aux éditions Autre-Monde est disponible sur la table de la librairie Envie de lire. Par ailleurs, et avant de passer la parole donc, à la salle, j'aimerais poser une question à Morgane, puisque Sylvia disait qu'elle avait aussi envie de t'entendre. Et je voulais savoir quelle place avait pour toi l'analyse portée par Silvia Federici, à la fois dans ta pratique, mais aussi dans ton élaboration syndicale et militante. Merci, c'était là derrière. Je crois que ce que ça m'a surtout apporté, c'est des outils pour penser le travail. Et parce que je pense que c'est vraiment le gros problème qu'on rencontre, enfin que je peux rencontrer dans les débats que je peux faire, c'est la question de qu'est-ce que c'est le travail. Et quand des personnes de gauche me disent que la procession c'est mal parce que
c'est pas un travail, c'est une violence. J'ai l'impression que tout d'un coup, voilà, le travail et la violence seraient censés s'exclure quand on parle de la prostitution. Ça va être des phrases qui viennent de personnes de gauche, donc j'ai un peu déjà des fois du mal à saisir. Et du coup, à ce niveau-là, je trouve que la réflexion de Silvia Federici sur le travail reproductif et surtout la grande attention que tu portes au fait que la question, c'est pas que le travail du CARE, par exemple, est nécessaire et il ne suffit pas juste de le refuser parce qu'il y a des gens qui vont en dépendre, dont le bien-être en dépend, et que du coup l'idée c'est de repenser ces rapports de travail et non pas de dire que le travail ménager c'est juste il faut le combattre en tant que tel, mais penser à une réorganisation du travail. Et je pense que sur la thématique du travail sexuel, c'est des réflexions justement assez utiles et pertinentes parce que je considère le travail sexuel comme faisant partie du travail reproductif et du coup à partir de là comme un point de départ à partir duquel repenser une réflexion sur le travail de manière générale à partir de la position particulière du travail sexuel. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, très bien. Merci en tout cas à toutes les deux.